L'épisode s'ouvre dans une ambiance bucolique, près d'un lac paisible où Denise et Gennaro sont venus pour leur prestation de photographie. La lumière dorée du matin caresse l'eau, tandis qu'ils marchent lentement sur un sentier bordé d'arbres. Leur rire discret et leur complicité naissante flottent dans l'air, apportant une note de douceur à ce moment suspendu. Ils s'arrêtent un instant pour se désaltérer, assis sur un banc en bois à l'ombre d'un saule pleureur. La fraîcheur de la boisson semble relancer leur énergie. Puis, comme deux enfants curieux, ils flânent autour des étals d'un petit marché artisanal. Denise essaie une plume d'oiseau turquoise qu'elle coince derrière son oreille. Et Gennaro, séduit, ne peut s'empêcher de la prendre en photo, immortalisant ce moment d'innocence. Ensuite, ils s'attablent dans un restaurant de bord de lac. En dégustant un plat local, ils échangent sur les clichés qu'ils ont pris, les idées créatives qui les traversent et les souvenirs qu'ils veulent créer. Gennaro sort alors une enveloppe blanche, la tend à Denise, qui l'ouvre curieusement. À l'intérieur, un collier en perles fines et pierres bleutées. Elle pousse un cri de joie étouffé car elle avait justement eu un coup de cœur pour ce bijou plus tôt dans la journée. En retour, elle lui offre une paire de lunettes qu'il essaie aussitôt et qu'il trouve à son goût. Un silence s'installe, ponctué d'un sourire timide. Gennaro la regarde intensément et lui dit « Tu ne trouves pas ça étrange qu'on pense à la même chose au même moment ?» Denise acquiesce doucement et il murmure « C'est magique !» Mais la magie est soudain interrompue. Gennaro appelle l'addition et alors que le serveur la leur apporte, Denise aperçoit Ella au loin, installée dans le même restaurant avec Yalcin. Paniquée, elle se penche vers Gennaro et lui dit à voix basse « Il faut partir ». Ils quittent rapidement le restaurant pour éviter toute rencontre malencontreuse. Pendant ce temps, Ella confie à Yalcin qu'Arsu l'a appelée la veille pour lui demander conseil sur un cadeau à offrir à son mari à l'occasion de leur anniversaire de mariage. Yalcin, visiblement agacé, lui lance « Le plus beau cadeau, c'est toi, ne parle pas de ça ». Mais Ella, blessée, lui répond sèchement que le plus beau cadeau qu'il pourrait lui faire, c'est de divorcer. Dans un café animé, Esin déjeune joyeusement avec Özgür. Soudain, son téléphone sonne. C'est sa mère, Nuran, qui lui demande l'adresse du studio de Barış. Esin promet de la lui envoyer par message. Un vendeur de ballons passe près de leur table et, dans un élan spontané, Esin lui achète un ballon rouge. Non loin de là, Kocabé, en deuil perpétuel, s'assied seul près d'une petite maison en bois délabré. C'est la cabane où est mort son fils Mahmut, il y a bien longtemps. Il pleure en silence, son visage creusé par le chagrin. Suzanne, qui travaille dans la maison familiale, confie à sa collègue que Kocabé n'a jamais remis les pieds ici depuis ce drame. Pendant ce temps, Gennaro et Denise rentrent au studio, où Barış les accueille chaleureusement. Ils partagent avec lui quelques clichés pris pendant le voyage, et l'ambiance est pleine d'enthousiasme. Mais chez les Kocabé, la tragédie s'apprête à frapper. Prenant son courage à deux mains, Kocabé pousse la porte de la cabane maudite, tentant de confronter enfin son chagrin. Mais à peine quelques pas franchis, il s'effondre au sol, victime d'un malaise. Suzanne pousse un cri d'horreur et appelle immédiatement une ambulance, ainsi qu'Arsu, qu'elle informe en hâte. À l'hôpital, Arsu arrive paniqué. Kocabé est allongé, faible, mais conscient. Il la remercie d'être là. Le médecin leur annonce qu'il doit rester sous surveillance pendant 48 heures, le cœur étant fragile. À l'extérieur, Mert et Gennaro arrivent en courant. Mert, très affecté, interroge le médecin, mais Gennaro essaie de le rassurer. Peu après, Esin rejoint la famille, les yeux remplis de larmes. Le médecin les autorise à entrer un moment. Dans la chambre, Kocabé, alité mais lucide, leur dit avec un léger sourire « Je vais bien, et je vous le dis, je ne quitterai pas ce monde avant de vous avoir mariés tous les deux. » Le silence s'installe, chargé d'émotions. Puis il demande « Où est Yalcin ?» Arsu lui répond qu'elle l'a appelé et qu'il est en route. Pendant ce temps, Tekin appelle son fils Özgür, qui lui annonce la nouvelle de l'hospitalisation de Kocabé. Tekin, feignant l'empathie, décide avec Nuran qu'ils iront lui rendre visite quand il sera rentré chez lui, histoire de ne pas se faire remarquer.
Le couple va ensuite dîner avec Serda, qui garde le silence, inquiète. Yalcin, enfin, arrive à l'hôpital. Mais au lieu de se montrer concerné, il tente de détourner la conversation. Kodjabé, furieux, lui reproche de n'être jamais là quand on a besoin de lui. Yalcin se défend en prétextant le travail, mais Arsou, blessé, lui demande pourquoi il semble toujours se dérober. Il réplique « Moi, au moins, je ne me prélasse pas comme toi ». Kodjabé frappe alors du poing sur le lit. « Parle-lui correctement, c'est ta femme ?» Arsou intervient calmement. « Ne vous énervez pas, ça ne ferait que blesser votre cœur. » Le soir venu, Denise, de retour à la maison, montre à sa mère une photo encadrée de sa tante disparue. Elle propose qu'on l'accroche dans le salon, mais Aïssel refuse, expliquant que cette vue ravive trop sa douleur. Oikou propose alors de la placer dans sa propre chambre, ce que Aïssel accepte avec un faible sourire. De son côté, Chefki retrouve Turgut, l'air accablé. Il lui demande « Comment veux-tu que je rembourse cette dette? Même si je vends tout ce que j'ai, ça ne couvrira même pas la moitié. » Turgut, implacable, lui parle des créanciers comme de requins sanguinaires. Il lui suggère un prêt à la banque, mais Chefki répond qu'il est déjà à découvert, sa carte bancaire plafonnée. Dans un flashback saisissant, Chefki se remémore le jour du match, lorsque la police a débarqué et que Turgut lui avait crié de fuir. Ce n'était qu'un piège, un stratagème cruel pour l'éloigner et faire main basse sur son argent. Turgut, désinvolte, tente de le rassurer. Ne réfléchis pas trop, mais Chefki secoue la tête, abattu. Je suis fini. À l'hôpital, l'ambiance est encore lourde et pleine de tension. Arsou et Yalcin sont restés pour veiller sur Fémir, alité mais en voie de rétablissement. La chambre est silencieuse, entrecoupée seulement par le bourdonnement des machines médicales et les soupirs d'inquiétude. Soudain, la porte s'ouvre doucement. C'est Ella, visiblement émue, qui entre après avoir appris la nouvelle par Laïla. Elle jette un regard inquiet à Fémir, puis se fige en voyant Yalcin. Ce dernier, pris entre les deux femmes de sa vie, se sent immédiatement mal à l'aise. Il évite leur regard, tente de rester impassible, mais son trouble est visible. Arsou, stoïque, ne laisse rien paraître. Elle se contente d'un léger hochement de tête en guise de salut. 2 jours passent. Le calme est revenu dans la maison de Chefki, mais lui ne va pas bien. Assis à table pour le déjeuner, il pousse machinalement sa nourriture dans son assiette, le regard perdu dans le vide. Denise et Oikou, inquiètes, lui proposent une sortie en famille. Elle suggère d'aller tous ensemble au parc pour s'aérer l'esprit et profiter du beau temps. Chefki, d'abord réticent, accepte à contre-cœur, plus par tendresse que par envie. Pendant ce temps, chez les Kodjabé, l'ambiance est au recueillement. Tous les membres de la famille sont vêtus de noir pour honorer la mémoire de Mustapha, décédé depuis des années mais toujours profondément présent dans leur cœur. Dans le salon, Leila prend Mert à part et, les larmes aux yeux, lui dit « Tu es le reflet de ton père, honore-le, sois un homme droit, fort, honnête, comme lui. » Mert, ému, lui promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour porter dignement son héritage. Dans son bureau, Yalcin rejoint Fémir, qui s'est remis sur pied, mais dont le regard trahit une fatigue émotionnelle. Yalcin brise le silence. « Ça fait 20 ans que je ne suis pas allée sur la tombe de Mustapha. » Fémir, surpris, répond d'un ton sec. « Hé, en quoi cela me regarde ?» Yalcin, le regard lourd de reproche, poursuit « Tu m'as toujours demandé de soutenir Mustapha, de porter Djinar à bout de bras. Mais moi, tu ne m'as jamais considéré comme ton fils. » Fémir tape violemment du poing sur la table. « Tais-toi !» Mais Yalcin, cette fois, ne se tait pas. Il enchaîne. « J'ai gardé le silence pendant des années. Tu m'as ignoré. J'étais là et tu m'as traité comme un étranger. » Arsou entre à ce moment-là, alerté par le ton monté. Yalcin, les yeux brillants, regarde son père une dernière fois et murmure « Ce qui m'a manqué, c'est ton amour. » Puis il quitte la pièce brusquement. Arsou le rattrape dans le couloir. « Pourquoi te disputes-tu avec ton père ?» Yalcin, bouillant de colère, lui répond sèchement. « Laisse-moi, je suis un volcan prêt à exploser. »
À l'autre bout de la ville, Serda discute affaires avec son père, Tekin. Assis à leur table, elle l'observe attentivement. « Papa, tu es sûr que tout va bien ?» Il hoche la tête. « Ne t'inquiète pas. Concentrons-nous sur notre entreprise. C'est tout ce qui compte. » De leur côté, Shefki, Aysel, Denise, Oiku et quelques proches passent l'après-midi au parc. Les enfants rient, courent derrière des ballons colorés. Mais Shefki, lui, reste silencieux, ses pensées loin de la joie ambiante. Aysel s'approche, s'assied à ses côtés sur le banc. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu sembles inquiet. » Il force un sourire. « Je protège ma famille. C'est tout. » Un silence. Puis Denise annonce qu'elle doit se rendre au studio pour avancer sur un projet avec Jinar. Elle les embrasse et les laisse profiter du reste de la journée. Le même jour, Tekin, Nouran et Serda se rendent chez les Kodjabe, où Femir est de retour après sa sortie de l'hôpital. Ils sont reçus poliment. Nouran, toujours curieuse, demande à Arsu où est Yalcin. Arsu, un peu gêné, répond simplement « Il est au travail ». Mais la vérité est tout autre. À ce moment précis, Yalcin est en compagnie d'Ella. Assis dans un salon feutré, il se livre à elle comme rarement auparavant. « Mon père, il m'a toujours écrasé. Il continue à le faire, même devant mon demi-frère. » Ella, surprise, l'interroge. « Attends, Jinar est ton demi-frère ?» Yalcin se crispe. « Ne me parle pas de lui. J'en ai marre d'entendre son nom. » Ella tente de le calmer et lui dit d'un ton stratégique. « Alors prouve à ton père que tu es capable. Présente-lui un projet brillant, quelque chose qu'il ne pourra pas ignorer. Montre-lui que tu peux diriger l'entreprise. » Au studio photo, Denise retrouve Jinar. Ensemble, ils travaillent sur une série de portraits. Jinar lui montre comment utiliser la lumière, comment capter une émotion. Denise, attentive, est impressionnée. Les regards qu'ils échangent sont plus éloquents que 1000 mots. L'alchimie est palpable. Mais leur moment est interrompu par Serda, qui entre pour discuter avec Baruch. Denise détourne le regard, un peu déçue. À la maison, Leila est seule dans sa chambre. Devant elle, les 2 alliances qu'elle avait échangées autrefois avec Mustapha. Ses yeux sont pleins de nostalgie. Mère t'entre doucement. Elle lui tend les bagues. « Tu ressembles tellement à ton père, même si tu ne l'as jamais connu. Il m'a laissé le plus beau cadeau, toi. » Elle le serre dans ses bras et lui dit « Prends ces bagues. Vis un mariage aussi beau que le nôtre. Aime comme ton père aimait. » Mert, bouleversée, serre les bagues contre son cœur, puis enlace tendrement sa mère.